Bonjour à tous et je remercie les organisateurs de m'avoir invité pour essayer de répondre à cette question, mais de savoir comment prendre en compte les différences entre élèves en ce qui concerne leurs acquis langagiers. Alors, dans notre laboratoire, on a essayé d'imaginer, d'essayer de comprendre comment le langage peut effectivement avoir ou non un impact sur le développement des compétences numériques. Et dans notre laboratoire à Bruxelles, une des approches que nous avons utilisées est d'évaluer justement les compétences numériques d'enfants qui présenteraient une altération massive au niveau du langage. L'idée derrière est que si le langage tient un rôle important dans le développement des compétences numériques, alors on devrait obtenir une différence entre des enfants qui présentent des déficits langagiers et des enfants qui ne présentent pas de déficit. Et si le langage ne joue pas de rôle, alors on devrait obtenir des performances numériques relativement similaires entre les deux types d'enfants. Dans une de nos études, nous avons évalué les enfants qui présentent une dysphasie. Alors, un désordre 10, et en l'occurrence ici, un désordre langagier majeur qui va intervenir en dehors de toute pathologie relationnelle, en dehors de tout déficit intellectuel ou de surdité. Donc ce sont des enfants qui, sur une série d'autres critères, ressemblent beaucoup aux enfants qui ont un développement ordinaire. Alors, il existe différents types de dysphasie, des dysphasies qui touchent le volet productif, comment l'enfant arrive à parler, et des dysphasies qui vont toucher le niveau réceptif, comment l'enfant parvient à comprendre le langage. Nous sommes... évidemment, il y a des dysphasies un petit peu mixtes qui touchent à la fois l'expression et à la fois la compréhension. Dans notre étude, nous avons décidé de nous focaliser sur la dysphasie phonologique et la dysphasie phonologico-syntaxique, qui sont par ailleurs les plus fréquentes, et qui touchent majoritairement l'expression, c'est-à-dire que le langage de l'enfant est parfois presque pas compréhensible. Par exemple, à une petite fille à qui on demande « Amélie, quel âge as-tu ?» Au lieu de dire « j'ai 4 ans », elle va dire « Awaka et moi ». C'est difficile à comprendre, et c'est seulement les personnes qui sont fréquemment en relation avec cet enfant qui vont parvenir à comprendre le langage. Mais autrement, ça reste assez compliqué. Donc, on s'est focalisé sur ce type d'enfant-là, qui avait néanmoins un niveau de compréhension relativement normal, relativement bon. Et ça, c'était important pour nous au niveau de notre étude, pour être sûr qu'ils puissent comprendre ce qu'on attendait d'eux, notamment. Alors, dans notre étude, on a évalué une vingtaine d'enfants dysphasiques dans le cycle primaire et qu'on a réparti en deux groupes, ce qu'on va qualifier les enfants jeunes, entre 8 et 9 ans, et les enfants plus âgés, entre 11 et 12 ans. Et donc, pourquoi on a évalué des enfants si âgés, parce qu'on pourrait se dire on aurait voulu évaluer des enfants à un âge plus précoce, eh bien c'est parce qu'en Belgique, la dysphasie est diagnostiquée à partir de l'âge de 6 ans. Donc, on a pu prendre des enfants uniquement à partir de cet âge-là. Et on a comparé ces enfants à une centaine d'enfants qui présentaient un développement ordinaire et qui étaient appariés en âge. Alors, les enfants dysphasiques et les enfants contrôle étaient relativement équivalents au niveau intellectuel. Ils obtenaient de moins bonnes performances au niveau... les enfants dysphasiques obtenaient de moins bonnes performances au niveau des épreuves langagières, bien évidemment, et ils obtenaient également de moins bonnes performances au niveau de la chaîne numérique verbale, que ce soit les enfants jeunes ou les enfants plus âgés. C'est-à-dire qu'ils comptaient moins loin que les enfants qui présentaient un développement ordinaire, et le niveau d'élaboration de cette chaîne était également moins développé. Donc, ils avaient plus de mal que les enfants contrôle à compter par pas de 2, à compter à rebours, etc., etc. Au niveau des tâches que nous avons utilisées, on a d'abord utilisé une tâche qu'on va qualifier une tâche numérique exacte, dans laquelle ils devaient résoudre des calculs qu'on appelle complexes, avec des opérandes à deux chiffres, par exemple du type 45 plus 24. On leur présentait ces opérations via des chiffres arabes, et ils ne devaient pas répondre verbalement, mais taper la réponse sur un clavier. Donc on essaie de ne pas trop solliciter les aspects verbaux au niveau de la présentation du problème et au niveau de la réponse. Nous avons également évalué des compétences numériques dites approximatives, qui vont permettre d'évaluer est-ce que l'enfant a accès au sens du nombre. On a utilisé deux tâches. La première, une tâche assez classique de comparaison de quantité. Par exemple, on demande à l'enfant de comparer 69 et 56 et de dire quel nombre est le plus grand. Une chose importante par rapport à ça, c'est d'une part que ces quantités étaient présentées de manière très rapide, donc moins d'une demi-seconde,
et que nous avons utilisé deux types de matériel. Un matériel tout à fait non symbolique, où on présentait des collections de points, donc 400 millisecondes, lequel est le plus grand, et également des chiffres arabes. 69 en chiffres arabes comparé à 56, et toujours de manière très rapide. À côté de ça, nous avons utilisé une tâche de résolution approximative d'addition. Par exemple, 45 plus 24, est-ce ou non plus grand que 56? À nouveau, nous avons utilisé des collections de points et des chiffres arabes. Ici, vous voyez bien que les valeurs que nous avons utilisées dans la tâche de calcul approximatif correspondaient aux valeurs utilisées dans la tâche de calcul exact pour pouvoir faciliter la comparaison des deux performances. Alors, au niveau des résultats, on obtient tout d'abord un classique effet d'âge où les enfants plus âgés commettent moins d'erreurs, c'est ce qui est représenté dans le graphique, que les enfants qui sont jeunes. Au-delà de ça, néanmoins, on a observé une différence très importante entre les groupes, où les enfants dysphasiques commettaient beaucoup plus d'erreurs que les enfants présentant un développement ordinaire, à la fois chez les enfants jeunes et chez les enfants âgés. C'était un effet très robuste, dans le sens où cette différence se maintenait, même lorsqu'on prenait en compte des épreuves cognitives plus générales, dans lesquelles les enfants dysphasiques étaient un petit peu moins bons, comme par exemple la mémoire de travail ou comme la chaîne numérique verbale dont je venais de vous présenter les résultats. Donc, effet qui se maintient et qui semble suggérer que le langage va jouer un rôle important dans le développement des compétences arithmétiques exactes. Nous avons regardé ce qui se passait au niveau des tâches approximatives et, outre un classique effet d'âge, eh bien, il n'y avait pas de différence entre les groupes, entre les enfants dysphasiques et les enfants au développement typique lorsqu'on présentait des collections de points, suggérant qu'ils ont une très bonne boîte à outils. D'accord ? Au niveau des chiffres arabes, on avait observé une petite différence chez les enfants jeunes, où les enfants dysphasiques jeunes commettaient un petit peu plus d'erreurs que les enfants au développement typique, mais cette différence ne se maintenait pas du tout quand on prenait en compte les différences en termes de mémoire de travail ou de chaîne numérique verbale, et par ailleurs, c'est un effet qui ne se retrouvait pas du tout chez les âgés, chez les enfants plus âgés, donc pas de différence. Et on obtient tout à fait le même profil au niveau du calcul approximatif, donc un effet d'âge, mais pas de différence entre les groupes, au niveau du calcul approximatif entre les enfants dysphasiques et les enfants qui présentent un développement contrôle. Donc, au niveau de cette première étude, j'ai oublié quelque chose. Donc, on a essayé d'examiner un petit peu plus en profondeur ce lien et on a voulu regarder comment les performances dans les épreuves numériques pouvaient être associées ou non avec les performances dans les épreuves langagières. Et ce que les résultats indiquent, et qui sont congruents avec ce que je viens de vous présenter précédemment, c'est qu'il n'y a pas du tout d'association significative entre les performances langagières et les performances numériques quand il s'agit des tâches approximatives. En revanche, nous observons une corrélation significative et relativement importante entre les épreuves de phonologie et les performances en calcul exact. Pour le dire autrement, plus les enfants dysphasiques avaient des difficultés à produire les sons ou à assembler les sons pour produire des mots, eh bien, plus ils commettaient d'erreurs en calcul exact. Donc, cette première étude nous permet de montrer que, probablement, le langage joue un rôle relativement important au niveau du système numérique exact, parce qu'on a vu que ça altère la chaîne numérique verbale, mais également les compétences numériques arithmétiques exactes. En revanche, il semblerait que son rôle soit moindre, moins important au niveau des compétences numériques approximatives. Et je voudrais quand même nuancer ces conclusions parce qu'on a regardé un petit peu les profils individuels, parce qu'on a déjà dit tout à l'heure que juste les moyennes, on perd des informations et les profils individuels sont très importants également. Nous nous sommes rendus compte que chez les enfants dysphasiques, il y a quand même une certaine proportion d'enfants qui parviennent à développer des compétences numériques exactes, et ça suggère donc la probable existence de voies compensatoires auxquelles on pourrait réfléchir. Alors ces conclusions, elles sont valables, elles sont basées sur des enfants dysphasiques, donc qui ont une pathologie, et par ailleurs un âge d'âge scolaire. On a voulu savoir dans une seconde étude si ce lien se maintenait chez des enfants plus jeunes, à un niveau plus précoce. Dans cette seconde étude, nous avons évalué des enfants en maternelle, de première maternelle, donc assez petits, environ 3 ans, et des enfants de troisième maternelle, environ 5 ans.
Nous leur avons proposé différentes tâches, qui étaient bien sûr moins élaborées que celles qu'on a utilisées dans l'étude précédente. D'une part, nous avons évalué les compétences dites exactes avec une tâche de chaîne numérique verbale où l'enfant devait compter le plus loin possible, énoncer la chaîne. Nous avons également utilisé une tâche de dénombrement où on présentait à l'enfant une collection visuelle d'objets et l'enfant devait dire combien d'éléments étaient présents dans la collection. Donc ça évaluait plus la cardinalité. À côté de cela, nous avons évalué à nouveau les compétences numériques dites approximatives grâce à une tâche non verbale d'estimation de quantité, dans laquelle, pour faire simple, on avait imaginé que le petit Nicolas devait distribuer des bonbons aux enfants de sa classe pour son anniversaire. Enfants de la classe qui pourraient être représentés ici par les petits points bleus. Il devait imaginer combien de bonbons ça ferait et ensuite il devait presser sur un bouton le nombre de fois qu'il y avait d'enfants dans la classe ou de bonbons pour que chacun en ait un seul. Et donc à nouveau ici c'est assez rapide comme épreuve. Les enfants ne prennent pas du tout le temps de compter, ils voient la collection et ils commencent à presser et la collection disparaît. Alors au niveau du comptage, on observe tout d'abord, au niveau des résultats, il y a un effet d'âge, donc les enfants de 3e maternelle comptent plus loin que les enfants de 1re maternelle. Il n'y a pas de grande surprise jusque-là. Il faut quand même noter qu'il y a une grande dispersion au niveau des réponses. Chez les enfants de 3e maternelle, il y a certains enfants qui comptent jusque 7, c'était le moins bon, et il y en a qui comptaient jusque 100. Donc on voit bien qu'à un même âge, dans une même école, il y a une dispersion très importante au niveau des enfants, des grandes différences interindividuelles. Donc, au niveau du dénombrement, on constate que c'est un petit peu moins bon que la chaîne numérique verbale, mais c'est normal, c'est plus compliqué parce que ça met en jeu plein d'autres choses. En l'occurrence, ici, les enfants de 1re maternelle peuvent dénombrer des collections qui contiennent 5 éléments en moyenne, tandis que les enfants de 3e maternelle peuvent aller jusqu'à 16 éléments. Et donc, ce sont des compétences quand même relativement limitées. Malgré ces compétences limitées, on constate que les enfants sont capables d'estimer approximativement, de manière assez efficace, même chez les enfants de 3 ans. Donc, je vous avais montré que les enfants de 3 ans peuvent dénombrer des collections qui contiennent environ 5 points. Eh bien, quand il s'agit d'estimer, on voit que leurs estimations augmentent de manière linéaire avec la numérosité présentée. Donc, en abscisse, c'est la valeur, le nombre d'éléments dans la collection, et en ordonnée, il s'agit de leur estimation. Et on voit qu'il y a une relation linéaire entre les deux, ce qui montre que leurs estimations ne se font pas au hasard, et que même pour des grandes collections, environ 22, eh bien, les enfants de 3 ans sont capables quand même de faire des estimations. Évidemment, ce ne sont pas des estimations exactes, mais il y a une variabilité autour de ces estimations. Et cette variabilité augmente également avec la numérosité. Donc, quand on présente 5 éléments, eh bien, tous les enfants donnent des estimations qui tournent très proches de 5 éléments, tandis que quand il y a 22 éléments, eh bien, là, on voit que les réponses sont beaucoup plus dispersées. Ces deux mesures nous permettent d'obtenir ce qu'on appelle le coefficient de variation, le COV, qui est un indicateur de la précision des estimations. Plus le COV est important, plus le coefficient de variation est important, eh bien, plus les enfants sont imprécis. C'est comme ça qu'on doit essayer de le comprendre. Et on voit ici que les enfants de 3 ans ont un coefficient de variation qui est plus grand et donc sont plus imprécis que les enfants de 5 ans au niveau de leurs estimations. On a voulu examiner si cette différence était uniquement liée à l'âge ou bien si elle pouvait être liée également aux capacités de comptage. Et on a essayé de séparer les différents groupes, les bons compteurs et les mauvais compteurs, et on se rend compte que même quand on essaye de neutraliser le facteur âge, eh bien, les bons compteurs sont plus précis que les mauvais compteurs. Donc même dans une tâche approximative non verbale, il semblerait qu'il y ait un lien avec les capacités verbales de comptage. Un dernier élément à prendre en considération pour essayer de répondre à cette question, c'est l'examen des corrélations. Chez ces enfants de 1re et 3e maternelle, nous avions pu mesurer leur niveau de vocabulaire. On leur présentait des images et on essayait de savoir est-ce qu'il sait dire quel est le mot associé à cette image. Et on a mesuré leur score de vocabulaire et, sans grande surprise, on s'est aperçu que ce niveau de vocabulaire était associé
au niveau de comptage. Donc plus le vocabulaire de l'enfant est étendu, plus sa chaîne de comptage est élevée. Rien de très surprenant. Ce qu'on a également observé, et qui est un petit peu plus surprenant, c'est que ce même niveau de vocabulaire est associé à la précision des estimations. Pour le dire autrement, plus l'enfant avait un vocabulaire étendu, plus il était précis dans ses estimations. Et cette analyse tient même quand on prend en compte le niveau d'âge ou l'intelligence ou la chaîne de comptage. Donc vraiment une association entre les deux. Alors pour conclure de manière générale, bien oui, il semblerait que le langage intervienne dans le développement des compétences numériques approximatives, dans les compétences numériques, du moins dans une certaine mesure. D'une part, on a pu montrer que les enfants qui présentent une pathologie langagière ou des faiblesses langagières, dans notre deuxième étude, ont une chaîne numérique verbale moins étendue. On a également pu montrer avec les enfants dysphasiques en âge scolaire que les capacités arithmétiques exactes sont moins bonnes quand on présente un déficit langagier. Et même si chez l'enfant dysphasique, eh bien, les compétences numériques approximatives semblaient être épargnées par le déficit langagier, et sur lequel donc, on pourrait s'appuyer, qui est une force pour eux, eh bien, chez le jeune enfant, on doit nuancer ces conclusions parce qu'on observe quand même qu'il y a une association entre compétences numériques approximatives et langage, vocabulaire, etc. Alors, oui, une minute. En termes de recommandations, dans la mesure où on voit que cette chaîne numérique verbale est vraiment importante pour le développement ultérieur des compétences numériques, ça semble prioritaire de privilégier le développement de cette chaîne et des capacités de dénombrement en étant particulièrement attentif aux enfants qui présentent des faiblesses langagières, dans la mesure où on a vu que ce sont justement eux qui vont être plus impactés à ce niveau-là. Pourquoi ? Car petite cause, grands effets, je pense que ça a déjà été dit précédemment, mais la chaîne va être fondamentale pour la suite. C'est grâce au dénombrement qu'on va pouvoir résoudre les premiers calculs, 5 plus 3, on recompte le tout, et ce qui va permettre à l'association, au calcul et à la réponse d'être associés en mémoire à long terme et de pouvoir donc développer des compétences numériques plus sophistiquées par la suite. Donc, fondamental. Mais je pense qu'il est nécessaire et indispensable de faire cela en sollicitant le sens du nombre, de toujours essayer de faire le lien entre les mots nombres et les quantités correspondantes de manière concrète via la manipulation. C'est important de pouvoir passer par l'action, en tout cas chez ces enfants-là, de manipuler les quantités. C'est nécessaire. Pourquoi ? Parce que, eh bien, un apprentissage par cœur de la chaîne numérique verbale chez les enfants qui présentent des déficits langagières, en tout cas, ça ne sert juste à rien. Il faut qu'il y ait un apprentissage véridique et qu'ils comprennent ce que les quantités représentent. Et par ailleurs, on a vu que ce sens du nombre est une fameuse boîte à outils qui, chez les enfants, peut très bien fonctionner. Et donc, c'est important de pouvoir s'appuyer sur cette force-là pour pouvoir développer les habiletés numériques ultérieures. Je vous remercie.